Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors aujourd'hui j'ai le sourire. J'ai le sourire parce que si vous avez vu ma précédente vidéo, je parlais d'un certain laboratoire, le laboratoire Gilead Science, je parlais de Karine Lacombe, je parlais de ce potentiel actuel de voir un conflit d'intérêts entre le professeur Raoul qui nous a trouvé peut-être un traitement, je dis bien peut-être, hein, puisque c'est toujours en cours de confirmation, mais face à tout un lobbying évidemment technocratique de la santé publique qui lui a reproché, à raison, de ne pas avoir respecté un certain nombre de protocoles dans ses essais cliniques, et qu'aujourd'hui, depuis hier, pardon, on a lancé en France ce qu'on appelle l'essai clinique Discovery. Déjà, pourquoi appeler ça Discovery? On ne peut pas l'appeler d'un truc plus français ou un truc... Non, non, c'est Discovery. Ces tests qui sont actuellement effectués, sont effectués, je ne sais plus sur combien, je crois 400 ou 800 personnes exactement. Enfin, bon, bref, de toute façon, peu importe. Parce que les tests vont se faire avec un combiné de traitements. Alors, je ne me souviens plus des noms, parce que c'est évidemment des noms un petit peu savants, mais c'est des noms qu'on retrouve déjà dans un rapport mi-janvier d'un grand nombre de médecins chinois qui ont rapporté que ce traitement n'avait pas des résultats très convaincants. Ça veut dire qu'on va dépenser de l'argent pour faire des essais cliniques sur un combiné qui est à l'origine un combiné développé pour traiter certaines pathologies liées au HIV, alors qu'on a déjà des antécédents de tests qui prouvent que le médicament n'est pas totalement efficace. Et en plus de ça, si vous avez l'occasion d'aller sur mon blog, j'ai publié une liste qui a été publiée par une personne qui a assisté à la conférence et dont j'ai mis un petit peu aussi la vidéo de la conférence dans le blog, des effets secondaires. Il y en a un sacré paquet avec ce combiné. Mais alors ce qui est encore plus formidable, c'est que, vous voyez, c'est là que je voulais en venir dans ma précédente vidéo, c'est ce qui va encore démontrer peut-être qu'il y a un sérieux problème. C'est que ils ont demandé à tous les patients, donc de cet essai clinique, déjà il y a une partie des patients qui ne sont pas traités. C'est-à-dire que ces patients, on va leur dire, ben voilà, on va juste vous observer, et puis c'est tout. Mais ils ont signé, les patients, une sorte de charte, une sorte de convention, où ils s'engageaient à ne pas accepter le traitement du professeur Raoul, c'est-à-dire ce fameux traitement avec la chloroquine. Là, tu te dis, c'est un essai clinique, mais qui va oser essayer, ou qui va oser même de faire prendre des risques aux patients. Alors je sais, pour étanchéifier l'essai de toute critique, de tout, on a des protocoles bien définis. Mais il y a de quoi se poser des questions quand même. Et puis c'est surtout, et là j'en reviens à cette vidéo du couple Delpine, dont Nicole Delpine était d'ailleurs déjà sous le feu des projecteurs il y a quelques années parce que c'était une chef de service cancérologie pour les enfants qui avait commencé à faire quelques tests en respectant scrupuleusement les protocoles déontologiques, mais qui clairement dérangeait cette même technocratie de santé publique, parce qu'elle s'était lancée dans des tests sans faire appel à toute la communauté, sans respecter toute la hiérarchie administrative, etc., pour avoir l'autorisation de le faire. Elle a justifié qu'il y avait urgence pour certaines pathologies de faire ces tests-là, et il y a eu des tests très concluants, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de parents qui voulaient absolument voir leur gamin traité par ce docteur, le docteur Nicole Delpine, et ils lui ont foutu des bâtons dans les roues, mais comme elle avait réussi à avoir cette légitimité de faire ce qu'elle faisait avec tout un panel de succès dans ses recherches et un panel de succès dans les résultats de ces essais cliniques, et ben, au lieu de s'amuser à essayer de la décriminaliser, ils ont tout simplement légitimé une raison budgétaire pour fermer son service. Voilà.
Donc on peut comprendre que cette dame en a peut-être gros sur la patate concernant cette caste sanitaire du système de santé français. Moi j'ai envie de dire, soyez prudents. Soyez prudents parce que dites-vous bien que ce traitement, si ce fameux essai clinique de Discovery aboutit à quelque chose de concret et qu'il est à valider par les services de santé publique pour lancer la commercialisation du traitement, il faut savoir que c'est un traitement qui va coûter presque 450 €. 450 €. Alors que le traitement du professeur Raoul, on est sur une fourchette de 12 à 20 €. Même si on était amené à améliorer le traitement, on serait vraiment en dessous des 50 €. D'accord ? En sachant que ce qui est en plus est au crédit, je dirais, du professeur Raoul, c'est quand on lance un essai clinique qui s'appelle Discovery, mais qu'on n'inclut pas dans ces essais cliniques le traitement du professeur Raoul, justement, pour pouvoir faire le comparatif. Et puis si jamais le comparatif était négatif ou pas très convaincant, ben, au moins là il y a l'épreuve. Il y a l'épreuve de dire, vous voyez, on a fait un essai clinique en comparant les deux traitements, celui du professeur Raoul et puis le nôtre. Celui du professeur Raoul, les résultats sont très mitigés, etc. Donc ça aurait été, pour eux, l'occasion de démontrer ce qu'ils prétendent depuis des semaines contre le professeur Raoul. Or, ils ne le font pas. Et la deuxième chose, c'est qu'actuellement, ils sont hyper emmerdés, parce qu'un certain nombre de pays ont commencé à lancer les traitements à la chloroquine, et que même aux États-Unis, il faut savoir que les démocrates, les ténors, sont contre l'usage de la chloroquine, même si aujourd'hui, dans un hôpital à New York, certains médecins se sont lancés à faire un traitement à la chloroquine, et il semblerait que les résultats ou les personnes guérissent plus ou moins bien. Enfin bref, il y a des résultats très convaincants. Mais les démocrates aux États-Unis sont contre. Vous savez pourquoi ils sont contre, les démocrates ? Je ne parle pas des républicains, je ne parle pas de la clique de Trump, non, je parle des démocrates. Tout simplement parce que la majorité d'entre eux sont des riches, et la majorité d'entre eux ont des billes dans la plupart des sociétés qui financent ou qui sont propriétaires d'un certain nombre de labos, dont un certain labo qui s'appelle Gilead Science. La boucle est bouclée. Voilà. Tout ça pour vous amener à cette réflexion que finalement, la pandémie du coronavirus va peut-être rester dans l'histoire pas seulement une pandémique, mais elle va certainement aussi marquer l'histoire, comme peut-être essayer, ou on espère, mettre à jour la collusion, la pourriture, l'exècre de ce qu'aujourd'hui nous avons laissé faire dans les institutions qui sont censées être éthiques, déontologiques. Alors je ne dis pas que tous les gens qui travaillent dans ces services sont pourris. Il y en a certainement des très très bons. Seulement ils ne sont certainement pas à des positions où ils ont le pouvoir à un moment de dire, de tirer la sonnette d'alarme. De dire, bon là, on arrête les conneries, on fait les choses sérieusement, il y a urgence, etc. Non. On est clairement là en face de gens qui défendent les intérêts des labos privés pour que ces labos se tirent un maximum de profit. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, il y a une guerre fratricide dans les milieux des développements laboratoires pour un vaccin. La preuve, c'est que je crois qu'il y a en Israël, il y a un laboratoire qui a commencé à siffler en disant hey, nous, ça y est, on commence à voir un petit truc là qui est intéressant, qui peut marcher, etc. Ça va être la guerre. Là, c'est la guerre. C'est la guerre à celui qui va trouver le remède qui fonctionne. Et ce qu'il recherche en priorité, c'est pas le traitement. Non. Je peux vous garantir qu'actuellement, il y a des millions et des millions de dollars, d'euros, de ce que vous voulez, qui sont investis dans des recherches d'un vaccin. Pas d'un remède. Pas d'un traitement pour traiter l'urgence. Ce qui veut dire que si vous avez de la famille, un ami,
qui est aujourd'hui hospitalisé, qui est peut-être aujourd'hui dans une situation grave, ou même qui est peut-être décédé, dites-vous et posez-vous la question, s'il avait été traité à la chloroquine, même s'il y a évidemment des risques de conséquences, je ne sais plus le mot, j'ai perdu le mot, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire, faudra se poser les bonnes questions. Faudra se poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, il y a des plaintes qui sont déposées. Oui, il y a des plaintes, mais regardez, vous avez une commission parlementaire qui a été créée, devant laquelle le Premier ministre va devoir répondre à des questions. Qui est le président de cette commission? Richard Ferrand. Un En Marche, président de l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que toutes les procédures qui seront lancées contre des responsabilités seront gérées dans l'entre-soi. C'est-à-dire qu'ils feront exactement comme l'affaire Benalla. L'affaire Benalla a été lavée parce qu'ils ont réussi à placer leurs pions dans les institutions, dans les instances, qui auraient pu porter des éclaircissements, qui auraient pu même peut-être mettre en œuvre des plaintes au niveau juridique. Et puis finalement, il ne s'est rien passé. Tout a été classé. Alors forcément, il y a des fautes concernant l'affaire Benalla. Moi, je ne sais pas, mais mon sentiment, c'est de me dire que peut-être les Français, vous compreniez une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en face de situations claires, nettes, précises, que si vous posez des questions et que vous n'avez pas de réponse parce que vous avez à la tête de ce pays des gens qui se torchent le cul de leur devoir vis-à-vis de vous, qui en ont strictement rien à foutre de devoir rendre des comptes à ceux qui les ont élus, et qui clairement vous chient dessus parce que vous êtes des gueux, ben, il y a un moment, il faut se poser la question, est-ce qu'il serait peut-être pas temps de changer le système? Je dis ça, je dis rien, mais je pense qu'à un moment donné, c'est soit ça pète, mais si ça pète, ça va être le chaos et tout le monde va se taper sur la gueule les uns les autres, que ce soit par communautarisme, que ce soit par religion, que ce soit par culture, que ce soit pour des raisons sociales, des raisons politiques, idéologiques, ou alors les gens trouvent le moyen de s'unir dans un point et un pôle unique qui est de faire le grand nettoyage. Voilà. Et je pense que ce que je viens de dire, il y a certainement beaucoup de gens qui le pensent. Seulement, il faut du courage. Voilà, c'est ce qui manque peut-être en France, le courage. Ce qui manque, c'est un leader désintéressé, qui n'a aucun intérêt politique, idéologique, qui pourrait mener la barque de cette contestation généralisée contre les institutions. Mais je peux vous garantir que si ce genre d'individu, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, ressort du lot, je peux vous garantir une chose, c'est que très vite, ils feront en sorte soit de le discréditer, soit de l'emprisonner, soit de l'éliminer. Parce qu'ils savent que, de toute façon, ils n'ont plus aucune crédibilité. Ils n'ont plus aucune confiance de la part du peuple. Et que je ne sais pas comment ils vont faire pour préserver leur système, mais une fois que la pandémie sera terminée, il est clair qu'ils vont tout faire pour que le système, alors qu'aujourd'hui il est clair que le système a été défaillant, que le système n'a pas fonctionné, eh bien non, ils vont le garder parce que voilà, parce que les intérêts sont là, parce que le 1% veut continuer à avoir ses dividendes. Donc ils vont tout faire, quitte à nous supprimer des libertés, quitte, sous le couvert d'un manteau de démocratie, réussir à diviser en continuant à accentuer toutes les idéologies, que ce soit sur le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, les migrants, le féminisme, les LGBT, etc. Parce que tout ça, ça divise, forcément. Même si on se rend compte que finalement, il y a quand même une majorité de gens qui ont ouvert les yeux sur ces idéologies, sur ces politiques. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes, mais il y a un moment donné, il faut se poser des questions et faire preuve d'un peu de bon sens et de raisonnabilité, ce qui n'est pas le cas. Et enfin, je terminerai avec 2 personnes sur Twitter. Il y a une personne où j'ai soulevé la question, j'ai pas affirmé, j'ai soulevé la question des intérêts des labos.
Et le mec m'a tout de suite répondu ouais, voilà le conspirationnisme. Et j'ai essayé de lui expliquer, il n'y a rien de conspirationnisme à se poser les bonnes questions. Et le mec m'a répondu facho. Facho, facho. Donc j'ai dit, ah, voilà, soit on a un bout ou un crétin. Et puis il y a une deuxième personne qui m'a posé la question sur justement le fait qui a raison et qui a tort. Et je lui ai expliqué que malheureusement il y a des situations où tout le monde a tort et tout le monde a raison. Et que ce qui détermine les choix, c'est la situation, c'est le contexte. Et ça rejoint exactement la situation qu'il y a aujourd'hui entre le conflit qu'il y a entre Raoul et un certain nombre de gens dont aujourd'hui il est difficile de trouver les accointances parce que je tiens à rappeler que Karine Lacombe, par exemple, avait une fiche Wikipédia. Or, la fiche Wikipédia de Karine Lacombe a disparu. Pur hasard. Et que, eh bien, dans certaines situations d'urgence, on est amené à un moment donné à enfreindre les règles. Les règles, elles sont là pour organiser, pour structurer. Sauf qu'il y a toujours des cas ou des situations exceptionnelles qui fait que si on respecte les règles, on meurt, on crève, on disparaît. Donc il y a un moment donné où il y a des choix à faire. Ça demande du courage. Faut être courageux parce que forcément, il peut y avoir des conséquences. Tous, que vous soyez, je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvés confrontés à cette situation où à un moment donné, vous êtes en face d'un problème dont vous avez les compétences, les connaissances, les savoirs pour le résoudre, mais nécessitant de ne pas respecter les normes, de ne pas respecter les règles, de ne pas respecter, par exemple, de rendre compte à la hiérarchie, qui elle-même doit rendre compte à sa hiérarchie, qui elle-même doit rendre compte à sa hiérarchie, etc. Et finalement, vous en avez pour des semaines avant d'avoir une réponse ou d'avoir une décision. Si plus est, si quelqu'un est capable de prendre une décision. Parce que pareil, quand vous avez affaire à de la hiérarchie, quand vous avez affaire à tous ces échelons hiérarchiques, vous avez toujours une chance sur deux de tomber sur des gens qui vont être très complaisants, très consensuels, et qui en ont rien à foutre de savoir que vous êtes confronté à un problème, que vous avez la capacité de pouvoir le résoudre, mais qu'il vous faut une décision pour le résoudre. Et à un moment-là, vous êtes confronté à cette situation, c'est soit vous laissez tomber, et puis le problème va empirer, parce que vous n'avez pas d'ordre, parce que vous ne voulez pas assumer la responsabilité de prendre la décision, de faire la chose, etc. Ou alors, vous prenez la décision, vous le faites, au bénéfice, puisque vous allez résoudre le problème. Mais même dans cette situation, il y a des fois des gens qui vont complètement occulter le fait que vous avez apporté un bénéfice, que vous avez apporté une solution, quelque chose de positif, quelque chose de productif, et parce que vous avez fait une prise d'initiative sans ordre, sans prise de décision d'une hiérarchie, eh bien vous allez être dans la merde. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé des fois de prendre des décisions et de faire des choix qui m'ont mis à dos des hiérarchies, qui m'ont mis à dos des responsables. Mais à la limite, j'en avais rien à foutre parce que j'avais ma conscience. Aujourd'hui, je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Oui, en effet, si j'avais été complaisant, si j'avais été consensuel, j'aurais peut-être évolué dans l'échelle sociale de la société dans laquelle je travaillais. Mais je me serais vendu. Je me serais vendu au détriment de la productivité, au détriment de la qualité, au détriment de mes collègues, de leur sécurité, de leurs conditions de travail, etc. Donc voilà, c'est une question de choix, et de courage. Sauf qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, dans les instances, des gens qui sont quand même payés des 100 et des 1000, il n'y a pas de courage. Il y a du procédurier, il y a du technocratique, il y a de la bureaucratie. Ça rejoint de toute façon cette expression qui disait il y a un moment donné, il faut arrêter d'être con. Et aujourd'hui, je pense qu'il va falloir faire le tri. Et aux prochaines élections, peut-être pas les municipales, mais présidentielles, on croise les doigts qu'il y ait autre chose, d'autres choix que Macron ou Marine Le Pen, parce que sinon, qui vous croyez qui va se faire réélire? Et qui vous croyez qui va continuer à dépecer le pays à cette allure? Parce que, soyons clairs, ce qu'il dit sur la renationalisation, sur faire revenir l'industrialisation, c'est du pipeau. C'est du pipeau parce que ce qu'il dit, il se met complètement à dos les principes même de l'Europe.
Cette même Europe d'ailleurs qu'on se constate qu'elle a servi absolument à rien, qu'elle ne sert à rien dans une situation de pandémie. Quand vous avez l'Italie qui aujourd'hui est obligée d'aller chercher des produits en Chine, de se faire livrer par les Russes, quand vous avez les Allemands qui se la jouent solo, genre je vous emmerde, nous, on a décidé de faire les choses pour nous, vous vous démerdez, j'ai envie de dire l'Europe ne sert à rien. Oui, elle sert certainement à avoir une main mise sur les États-nations par le biais de contrôle des budgets, mais c'est tout. Là, oui, on va te développer peut-être des millions, des milliards pour aider les entreprises, mais qui va en bénéficier? Parce que ça, c'est pareil. Quand on dit on va te filer 1000 euros, 2000 euros, qui va les recevoir, ces 2000 euros? Vous, la petite artisan? Vous, le propriétaire d'un petit commerce de boulangerie, de menuiserie, non, vous n'aurez rien, vous allez mourir, vous allez crever. Parce que ce sont les grands groupes, ce sont les grandes banques, ce sont les grandes chaînes qui vont pouvoir bénéficier de tout ça. Dites-vous bien que cette situation de pandémie du coronavirus est en train de faire ressortir plein de détails. Alors si j'ai un conseil à vous donner, soyez prudents, avertis. Si vous ne comprenez pas cette vidéo, si vous m'accusez de facho, je vous invite à retirer de la merde que vous avez dans les yeux et arrêtez d'être con. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.